Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Au retour de notre tour du monde en famille, j'ai eu envie de donner la parole à ces parents, voyageurs au long cours, qui ont vécu 1000 aventures et 1000 expériences pendant quelques mois de leur vie. Dans ce rendez-vous mensuel, ils nous partageront des moments forts de leur épopée familiale. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode et comme c'est le premier de l'année 2026, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année à tous. De belles découvertes, de beaux moments en famille, de beaux voyages, de belles vacances, que ce soit tout près de chez vous ou au bout du monde. C'est tout ce qu'on espère pour vous avec Émilie. Ce nouvel épisode fait partie de la série Moments forts. J'ai interviewé Sophie pour une aventure assez incroyable qu'ils ont vécue pendant leur tour du monde. Sophie et Stéphane sont des serial tour du mondistes puisqu'ils en sont à leur 3e longue aventure, déjà la 2e avec leurs 2 filles. Et Sophie va nous parler de la nuit où ils ont observé les éruptions et les coulées de lave du volcan Merapi en Indonésie. Un souvenir unique, une nuit fraîche et humide, mais tout simplement incroyable. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Après quelques mois, je pense qu'on peut dire, de conversation sur Instagram, je suis ravie de faire ta connaissance encore un petit peu plus. On n'est pas dans la même pièce, mais déjà on se voit. Donc merci beaucoup et puis j'ai hâte d'entendre ton récit aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, toi et ta famille s'il te plaît, et puis le projet de voyage que vous avez réalisé? Bonjour, donc moi c'est Sophie, je suis en couple avec Stéphane depuis près de 20 ans. Nous avons 2 filles de bientôt 14 ans et 10 ans. Et nous sommes partis en voyage autour du monde d'octobre 2024 à août 2025. Et ce voyage faisait suite à un autre voyage que nous avions commencé en 2020-2021 pendant la période du Covid. Et nous avions envie de le compléter par des expériences en Asie et en Océanie où nous n'avions pas pu aller en 2020 et 2021. Et votre voyage, le premier, ça avait été interrompu par le Covid ou vous aviez pu continuer quand même si vous aviez dû changer vos plans? Alors, pas du tout. Nous avons complètement commencé pendant le Covid. Ah, d'accord. Puisque nous sommes partis en octobre 2020 jusqu'en juin 2021. Ok. Et nous sommes allés au gré des pays qui étaient ouverts. Et c'était essentiellement l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et donc là, ça a dû être plus facile quand même en termes d'organisation dans cette fois-ci? Ah, c'était très facile de voyager l'année dernière. Très facile. Mais nous avions aussi tous les souvenirs du voyage au moment du Covid où les endroits touristiques étaient déserts. Ouais. Donc là, nous appréhendions beaucoup de voyager en période, on va dire, plus classique, et ce qui signifie beaucoup de monde partout sur tous les endroits touristiques. Et ça a été le cas du coup? Alors finalement, comme on a été un peu à contre-courant tout le temps, on s'en est pas trop mal sortis. Donc par exemple la Polynésie en plein mois de décembre, mais personne ne va en Polynésie en plein mois de décembre par exemple, parce que c'est la saison. Nous oui. Les États-Unis au mois de novembre, c'est pareil, ça se fait moins. Donc il y a plein d'endroits comme ça où finalement on était à contre-courant, pas dans les bonnes périodes, et finalement on s'en est plutôt bien sortis. Ouais, écoute, moi de mon expérience, j'ai trouvé que surtout ce qui faisait la différence, c'était s'il y avait des vacances locales, quoi, en même temps que nous. Et puis les grandes vacances quand même, c'est vrai qu'en été, globalement, il y a plus de monde partout. Et sur la période de Noël aussi, je trouve qu'on voit plus de monde. Après ça, nous par exemple, on était à Pâques en Colombie, là, les quelques jours de la Semaine Sainte, ça c'était la folie furieuse partout. Mais c'est des Colombiens beaucoup qui voyageaient, quoi. Et c'est vrai que ça, en dehors de ça, je trouve, si on arrive à voyager en dehors des périodes de vacances scolaires du pays qu'on visite, en général, déjà, on n'est pas si mal, je trouve. C'est vrai. L'Australie, c'était la période scolaire des Australiens et là, il y avait beaucoup de monde partout. Ouais, c'est là, ça. C'était le mois de janvier, c'était la pleine saison. Ouais, on y était en même temps. On avait choisi un tracé un peu plus atypique en passant par le sud. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de monde, mais il y avait aussi, on a trouvé un petit peu moins d'intérêt. Donc, on a regretté un peu cette partie-là et ce choix-là. Ah mince, et vous aviez visité quelle partie en Australie? On est parti d'Adélaïde en camping-car jusqu'à Perth.
Ah oui, ok. Donc on est vraiment parti sur le sud-sud. Ouais, donc nous, on a aussi fait le sud, mais le côté est, entre Oui. Sydney et Melbourne, on n'est pas allé jusqu'à Adélaïde. Je rebondissais parce que nous, on a trouvé que c'était super chouette. Mais Oui, mais c'était l'autre côté. Mais de l'autre ouais, côté, ouais. on est déjà allé en 2007, donc c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie de recommencer cette partie-là. On avait envie de découvrir une nouvelle facette de l'Australie. Et donc sur ce voyage-là, vous avez fait quoi comme itinéraire grossièrement? Alors, nous sommes partis en octobre pour les États-Unis. Mm. On est resté un mois pour les parcs de l'Ouest américain. Ensuite, on a passé un mois en Polynésie, un mois en Australie. Après l'Australie, nous sommes partis un mois aux Philippines. Après les Philippines, on est allé à Singapour et de Singapour, on est allé jusqu'au Laos par voie terrestre. Et du Laos, on est reparti sur Bangkok pour partir en Malaisie, Bornéo. Et de la Malaisie-Bornéo, là, on est parti sur l'Indonésie. On a passé nos 2 derniers mois en Indonésie. Donc 15 jours au Raja Ampat, 15 jours sur l'île de Java et presque 3 semaines, un mois sur l'île de Sulawesi. Et ça va depuis? Ça va bien. Oui, oui, ça va, ça va. Bon, on savait que c'était une parenthèse. On savait que c'était une parenthèse riche d'expériences et de souvenirs. Donc, on n'a pas le choc du retour ou la petite déprime post-voyage. Non, mais ça, c'est chouette. Et il faut le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà peur de cette phase de retour avant de partir. Moi, je faisais partie de ces gens-là avant de partir, et puis finalement, ça va quand même. Oui, je pense que quand on n'a pas forcément envie de changer, vraiment d'un changement de vie, bah, c'est une parenthèse. Et puis, on retourne dans notre... Je dis pas que le train-train, la routine me fait forcément plaisir, mais je suis contente de ce qu'on a fait. Et puis, je serai contente le jour où on repartira, si on repart. Enfin, bon, voilà. Et peut-être le fait que vous aviez déjà vécu aussi une grande aventure comme ça, un long voyage, une première fois il y a quelques années, vous aviez déjà aussi vécu forcément la période du retour. Là aussi, vous saviez à quoi vous attendre, quoi. Donc, Oui, 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 c'est vrai. En plus, c'était pas la deuxième fois, mais presque la troisième fois, puisqu'on était déjà partis à 2 en 2007 pour 10 mois aussi. Donc, on avait déjà eu ce premier retour que j'avais trouvé vraiment très compliqué. Le deuxième retour après le Covid, voyager en temps de Covid, ça nous avait ouvert des perspectives en se disant, mais on a voyagé dans un contexte complètement dément, mais tout est possible finalement. Donc c'est vrai qu'on est on est revenu avec une dynamique folle. Mon mari s'est reconverti professionnellement. Enfin bon, c'était vraiment une toute autre dynamique. Et là, on est revenu avec un retour plus posé, plus tranquille. Non, c'est chouette de voir un petit peu l'évolution. Alors, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Quel moment fort as-tu choisi de nous partager? Alors, on a passé beaucoup de temps, on va dire, la tête sous l'eau, à regarder les poissons, la plage. On savait qu'on allait passer 15 jours au Raja Ampat en Indonésie. On savait qu'ensuite, on finissait sur l'île de Sulawesi, pareil, les pieds dans l'eau. Donc, quand on a décidé d'aller sur l'île de Java, pour moi, l'île de Java, c'était des volcans. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment, je voulais multiplier les expériences volcans, m'approcher des volcans, voir tout cet aspect-là sur l'île de Java. Donc, c'est vrai que j'ai choisi comme moment fort le Merapi et une nuit, on va dire, complètement blanche qu'on a passée à observer les coulées de lave et les effusions de ce volcan qui est juste à côté, mais proche de Yogyakarta, sur l'île de Java. C'est vrai que les volcans sur l'île de Java, c'est assez fou. Il y a le Bromo qui est très très connu et le Kawaïjen aussi, avec ses fameuses lumières bleues et son lac d'acide, non? Ou quelque chose comme ça. On n'est pas allé au Kawaïjen, mais... Nous sommes aussi allés au Kawaïjen et c'est vrai que comme on y est allé au petit jour, tous les groupes étaient en train de repartir, donc finalement on s'est retrouvés au sommet du cratère pratiquement seul. On devait être 10 touristes peut-être à avoir pris le contre-coup. On n'a pas vu les flammes bleues, on n'a pas vu tout ça. Mais je pense qu'on était plus en sécurité parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Et puis en plus, on avait le site pour nous tout seuls, sans aucune foule et sans aucune pression ou sans aucune dangerosité à être poussé ou bousculé ou choses comme ça. C'était vraiment chouette. Ouais, ça doit être assez incroyable. Nous, il était fermé en fait quand on y était. Il a rouvert juste 2 jours avant qu'on arrive sur site et du coup c'était trop tard pour changer nos plans. Enfin, on n'avait pas envie de tout chambouler là. Nos 10 derniers jours, on avait un planning qui nous plaisait bien et donc du coup voilà, on n'avait pas rechangé pour aller au Kawaïjen. Ça sera peut-être l'objet d'un prochain voyage.
Alors le Merapi, du coup, est-ce que peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, comment on fait pour aller voir ces coulées de lave? C'est quand, c'est comment ça s'organise, tout ça? Alors, comment j'ai fait ma recherche? Je me suis dit, il y a un volcan. Connaissant les Indonésiens, ils vont bien exploiter ça. Donc, je commence à regarder, je vois tout ce qui est tour organisé, les jeeps qui font le tour autour du volcan, qui amènent sur un site. Je me suis dit, bon, ça nous ressemble pas, c'est pas ça que je cherche, je veux pas ça. Et puis, au fil de recherche sur un groupe Facebook, les Français à Java, les Français en Indonésie, je tombe sur un post et puis là je me dis pourquoi pas. Donc c'est une Française qui raconte son expérience nocturne au Merapi avec un guide et elle laisse les coordonnées du guide. Je me dis je vais essayer, je vais le contacter puis je vais voir ce qu'il peut nous proposer d'alternatif et de plus sympa. Donc je prends contact avec lui et je lui dis voilà, on est sur Yogyakarta pendant 3 jours. Comment est-ce qu'on peut aller s'approcher du Merapi? Est-ce qu'on peut le faire en ce moment? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que c'est adapté à une famille? Est-ce que c'est adapté à des enfants? Donc l'échange se fait tout en anglais et puis je lui demande aussi s'il a pas des références, des avis, des choses comme ça quand même pour savoir où on va et où j'amène ma famille. Donc ça commence bien à me plaire parce qu'il propose une sortie nocturne qui demande un pick-up à 19h, un trajet en voiture d'1 heure, une randonnée trek d'1 heure et demie, et puis ensuite on se pose pratiquement pendant 4-5 heures dans un petit endroit d'où on peut observer le Merapi. Donc j'en parle à mon mari, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour les filles ça peut être faisable? Est-ce que la nuit blanche ça va pas être trop long? Qu'est-ce qu'on fait? Moi je me dis que ça peut être une expérience incroyable. Donc on en discute, on décide de valider l'expérience et la chance qu'on a, c'est que comme il est un guide et pas seulement sur le Merapi, il fallait qu'il soit disponible. Et il est disponible le lendemain soir. Donc l'agenda fait que franchement ça colle très très bien. Donc on valide pour le lendemain soir avec lui. J'ai encore des petites inquiétudes. Je dis comment ça se passe pour les enfants? Est-ce qu'elles vont bien marcher? Est-ce que vous l'avez déjà fait avec des familles, avec des enfants en bas âge? Est-ce que ça va bien se faire? Donc finalement on dit ok, on y va. On dit aux filles qu'on va passer une nuit à regarder des volcans. Un volcan. Alors, on l'avait déjà observé un volcan quand on était au Guatemala à Antigua, mais je pense qu'on n'était pas aussi proche cette fois et que c'était un petit peu moins l'aventure. Et donc, le lendemain, donc il vient nous chercher à l'hôtel à 19h. Il est accompagné de son fils, donc on part pour à peu près 1 heure de route à partir de Yogyakarta, sachant que dans la journée, on ne sait pas trop quoi s'imaginer par rapport au temps, par rapport à la visibilité, parce que le Merapi, on le voit jamais de Yogyakarta pendant les jours où on y est. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, si on verra quelque chose, on ne sait pas quel rendu il va y avoir. On fait un stop pour des petites courses genre chocolat chaud, café, boisson chaude pour tenir le coup pendant la nuit. Et puis ensuite, on s'arrête à une autre maison où là, il y a son guide porteur qui nous rejoint. Donc, il prépare des sacs avec des réchauds, des lampes, des duvets, pas mal de choses. Il a un gros sac. Il se branche aussi sur le sismographe du département d'État qui surveille le volcan. Donc ça, on se dit ah oui, quand même, ils font quand même quelque chose de sérieux parce qu'ils vérifient qu'on risque rien. Et puis donc on part en forêt, on arrive dans le parc national du Merapi, on se gare. Il y a toujours des petits détails un peu flippants parce que par exemple, il gare la voiture dans le bon sens pour partir. Il dit voilà, je gare là et comme ça, si jamais on arrive, on est prêt à repartir rapidement. Il nous raconte aussi qu'il a mis plusieurs jours, mois pour trouver cet endroit-là pour avoir une observation optimale et une bonne vue sur le volcan, qu'il a essayé déjà plusieurs autres coins et que là, le dernier en date, c'est celui où il nous amène. Donc, on gare la voiture, on se prépare avec lampe frontale, les manteaux, on s'est quand même un peu couverts parce qu'il fait un peu frais. Je pense qu'en plus, on est monté en altitude un petit peu.
Et puis on embarque pour à peu près 1h15, 1h30 de marche dans la jungle, sans rien voir, sans savoir où on va aller. Donc on lui fait une totale confiance. Hein ? Il faut. Il faut, oui, il faut. Donc là, il y a quand même 3 personnes qui nous accompagnent. Donc il y a le guide, son fils, et puis le porteur, équipé aussi du sismographe et qui lui connaît le parc national. Et vous êtes juste tous les 4, il n'y a pas d'autres gens avec vous? Non, on est juste tous les 4. Okay. Oui, oui. Donc là, on part sur 1h30. Alors, il nous avait dit, quand on s'est arrêté au petit stop là pour les biscuits, etc., lui, il s'est acheté une espèce de poncho OK, et puis il s'est acheté un pantalon plastique aussi. Et finalement, quand on est monté, on a compris pourquoi il avait fait ça, parce que il y avait des sangsues, il y avait beaucoup d'humidité, il y avait de grandes herbes qui prenaient l'humidité. Donc, c'est vrai qu'on pouvait être très, très vite très mouillé. Alors nous, on avait nos ponchos parce qu'ils nous avaient dit de les prendre, donc on a pu mettre nos ponchos et nous abriter comme ça. Par contre, pour le bas, on a réfléchi qu'après, mais les pantalons, ça aurait été pantalons kawé, ça aurait été pas mal aussi. Ah ouais. Donc on est monté, c'était long et pas long parce que finalement c'était un peu l'aventure. Les filles, elles avaient le bâton de marche, elles avaient la lampe frontale, donc finalement ça leur plaisait. Il y avait le côté aventure de le faire de nuit. Donc ça s'est plutôt bien passé. Elles sont pas les grandes marcheuses, mais là, dans cette atmosphère-là, ça leur a convenu et ça s'est bien passé. Et c'était pas difficile comme rando? Ça montait pas Non, pas du tout. Ensuite, on arrive sur une petite clairière, mais vraiment une toute petite clairière, avec pareil, entourée d'herbes hautes. Et là, il nous dit, c'est là, on s'arrête ici. Bon, ok, on s'arrête ici. Et puis finalement, le temps que nos yeux s'habituent, on se rend compte qu'on a le volcan complètement conique juste devant nous. Vous l'aviez pas remarqué en fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on l'avait pas vu parce qu'il y avait des arbres très hauts, des herbes très hautes. On était concentrés là où on mettait nos pieds, de pas glisser, de pas tomber. Il y avait parfois des troncs d'arbres à enjamber. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait attention à autre chose. Et puis là, on se dit, ah oui, il est bien, il est là. Et donc là, il nous sort parce qu'il a un coin, une cachette. Donc il sort les petites tables qui vont bien, les petites chaises, la tente parce que quand il y a des enfants, il sort une tente pour que les enfants puissent se reposer. Okay. Et puis il se prépare. Son fils qui avait un très bel appareil photo, se met en place avec son appareil photo. Et puis maintenant, nous, on n'a plus qu'à attendre et à observer. Donc, il est à peu près, là, quand on arrive, il est à peu près 22h30. Donc, on est parti à 19h et on est à notre point de vue 22h30. Notre plus petite, elle commence vraiment à fatiguer. Je pense qu'elle a dû regarder la première éruption, attendre une éruption, puis elle est allée se coucher dans la tente parce qu'elle n'en pouvait vraiment plus. Et la plus grande, elle a dû attendre jusqu'à minuit et demi, 1h, et puis à 1h, elle non plus, elle en pouvait plus. C'est pour ça que c'était tellement pas régulier qu'il fallait être patient, tout simplement. Mais quand les premières arrivent, c'est vrai que c'est super, surtout que des fois, on les voit sortir des flancs, sur les côtés. Après, c'est pas vraiment des gros jaillissements, mais nous, on a quand même eu la chance de voir des coulées de lave. Je pense que des fois, il y a moins de chance, puisqu'il nous a déjà dit il avait amené des clients, et hélas, pour eux, c'était tellement bouché qu'ils avaient rien vu du tout. Ou que ce soir-là, le volcan n'aimait pas de couler, donc rien. Nous, on a vraiment eu de la chance. Il nous avait dit, regardez surtout entre 1h et 2h du matin, où là, il y a le plus d'activité. Donc, c'est vrai qu'on est resté vraiment éveillés pour regarder toute cette activité d'éruption. Et c'était un très chouette moment. Puis on se sentait un peu privilégié d'être que tous les 4 avec 3 accompagnants. Parce que finalement, c'était ça le but aussi, c'était de partager ça en famille, et pas avec 15 ou 20 4x4 qui regardent la même chose dans la même direction. Donc voilà, vers 2h, 2h30. Donc on a assisté à pas mal d'éruptions, vraiment c'était très très chouette. Et vers 2h, 2h30, il nous dit, là on plie bagage, hein, on s'en va. Donc, il a fallu réveiller nos filles qui étaient bien endormies. Et puis, moi, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, on va les réveiller, mais on a 1h15, 1h30 de marche à faire derrière, de nouveau, pour retourner à la voiture. Donc, c'était il faisait froid, il faisait humide. Enfin bon, c'était un peu compliqué pour tous les 4, je pense. On était bien fatigués, on n'avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Et puis, on a fait 1h30 de retour.
Et franchement, je crois qu'on a fait moins d'1 heure et demie parce qu'on avait tellement envie de rentrer qu'il y a personne qui a râlé et tout le monde a marché, a bien marché. Notre plus petite, on a eu l'impression de voir un bulldozer, elle s'arrêtait pas. Vraiment, c'était impressionnant. Je crois qu'on l'a jamais vu comme ça, avec autant de motivation qu'on marchait. Donc c'était, oui, bon, l'heure et demie de descente compliquée, mais bon, le jeu en valait la chandelle. Franchement, c'était vraiment une chouette expérience, une chouette nuit. Et il nous dit, bah, si vous voulez, moi je peux vous amener maintenant essayer de voir le lever de soleil sur un autre endroit. Alors on lui dit bah oui, pourquoi pas, franchement, là de toute façon il était 4h, 4h30, donc on pouvait essayer d'aller voir le lever de soleil. Bon, on a été moins chanceux parce que l'endroit où il nous a amenés, c'était complètement brumeux finalement, donc on voyait rien du tout. Et là on lui a dit ben c'est bon, on peut rentrer, on peut retourner vraiment la partie Merapi coulée de lave, c'était ce qu'on souhaitait, donc le lever de soleil ça aurait été que du bonus. Mais c'est pas grave si on n'a pas le lever de soleil sur le Merapi. Et là, par contre, il y avait, parce qu'il était allé à l'endroit où normalement les 4x4 font leur tour touristique, et là, il y avait beaucoup de monde. Ah oui. C'était différent. Donc non, vraiment très bonne expérience par rapport à la vue. Et il nous disait que lui nous a amené à moins de 3 km du volcan et que la limite, c'est 2. Voilà, ils peuvent pas se rapprocher à moins de 2, ils peuvent pas, et donc on était entre 2 et 3 km. J'ai une petite question quand même parce que c'est vrai que c'est dur la nuit. Bon, moi je suis une marmotte, alors à chaque fois qu'il faut se lever très tôt pour une excursion ou se coucher très tard, on réfléchit à 2 fois. Et les coulées de lave et tout ça, on les voit pas du tout le jour? Je pense qu'on les voit moins bien forcément. Peut-être qu'avec des super jumelles, probablement. Après, on est un peu pareil, hein, on est des gros dormeurs. Je pense qu'on a déjà renoncé à des excursions parce qu'il fallait se lever trop tôt. Donc oui. Mais bon, là, on s'est dit, allez, on tente, on essaye, c'est l'aventure, on tente l'expérience. Donc voilà, sachant qu'on a quand même reporté, on devait repartir le soir même pour le sud de l'île de Java en train de nuit. On s'est fait une vraie nuit avant d'envisager le train de nuit quand même. On n'a pas été complètement fous. Et alors, pourquoi c'est un moment fort ou peut-être plus fort que les autres? Parce que, bon, voilà, en presque 1 an de voyage, forcément, vous avez vécu plein d'expériences incroyables. Pourquoi vous avez choisi celui-ci? Alors moi, je pense qu'il y a 2 choses qui en font un moment fort. Déjà, bon, c'est le côté la nature qui nous entoure. C'est vraiment, moi, les volcans, je trouve ça... ces géants de lave, je trouve ça passionnant. Et ensuite, un autre moment fort, parce que j'ai été très très fière de nos 2 filles qui ont quand même parallé pour marcher 3 heures aller-retour en pleine nuit, juste avec une lampe frontale, qui ont été super fortes sur ce moment-là. Et c'est vrai qu'ensuite, quand elles rechignaient sur des petites randos et des petits trajets, je leur disais, mais attendez, souvenez-vous, le Merapi, ce que vous avez fait cette nuit-là, quand même, vous pouvez le faire. Vous êtes, vous êtes exceptionnel, vous pouvez le faire. Donc là, c'est pas la petite balade en ville ou la petite balade autour d'un lac qui va vous faire peur. Donc là, franchement, j'étais vraiment très très contente d'elles et de leur avoir fait confiance. De se dire, on leur a fait confiance et franchement, elles ont été à la hauteur. Et quand tu leur dis ça, qu'elles râlent un peu pour marcher, que tu leur dis, bon, quand même, là, les filles, vous avez fait le Merapi, ça marche ou pas? Elles arrêtent de râler? Ah oui. Non, parce que je me disais, moi, je dis ça aux enfants, je dis, vous avez fait le Tongariro, vous avez fait plein de trucs, vous avez perdu tous vos orteils dans le Salar d'Uyuni, vous êtes capable de plein de choses, ils s'en fichent. Non, ça marche plus. Et ensuite, quand on a grimpé le Kawaii-Gen, c'était dur. Franchement, même pour nous, on a trouvé quand même que c'était raide. Et on avait la chance d'avoir un guide qui tenait la main de la plus petite. Et finalement, elle n'a absolument rien dit. mais sinon, je pense que ça aurait été une montée terrible. Vraiment terrible. Et le fait qu'il soit là, elle n'a absolument rien dit. Et vraiment, on l'a remercié parce que sinon, ça aurait été l'enfer pour nous. Non, mais c'est vrai que quand il y a quelqu'un d'extérieur, ils sont différents, les enfants.
que ça soit une autre famille de Français ou un guide en effet qui s'intéresse à eux et qui s'occupe d'eux, ça fait toute la différence. Et là pour terminer sur le Merapi, donc le guide était vraiment très très gentil, très sociable. Il nous expliquait aussi qu'avec des petits, il avait déjà porté des petits enfants sur ses épaules ou sur son dos pour qu'ils puissent monter. Et le lendemain, il nous a proposé de nous retrouver à 14h chez un glacier de Yogyakarta pour s'échanger les photos, pour reparler de la nuit. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un côté très convivial avec lui et très sympa. Ouais, c'est génial. Et c'est parti finalement parce qu'il a beaucoup de Français maintenant qui le sollicitent parce que c'est le genre de choses qu'on aime bien. Et c'est parti d'une touriste française qui a partagé son expérience et qui maintenant donne des idées à d'autres, comme elle nous a donné cette idée pour nous. Et il s'appelle comment ce guide ? Il s'appelle Hendrik. T'as toujours son contact ? Je pourrais le mettre du coup dans l'article de blog s'il y en a d'autres qui veulent vivre cette expérience. Ah oui. Ouais, ça a l'air génial. Du coup, est-ce que j'aime bien cette petite question, mais je sais pas si c'est hyper pertinent ici. Est-ce que vous en tirez des leçons, je sais pas, quelque chose de cette expérience en particulier ? Pour le Merapi ? Ouais. Alors, j'ai envie de dire que ça fait partie de nos expériences volcanesques sur Java. Puisqu'on a commencé dans le nord de Java, on a enchaîné ensuite avec le Merapi, on a eu la chance d'aller au Bromo après en suivant tes conseils, donc très bien. Et ensuite le Kawaïjen, donc c'est vrai que ça fait partie des 4 expériences de volcan qu'on a eues sur l'île de Java et c'était vraiment vraiment chouette. Parce que c'était 4 expériences à chaque fois complètement différentes. Et c'est quoi dans le nord de Java ? Dans le nord de Java, c'est juste à côté de Bandung et c'est ce qu'ils appellent le cratère blanc, le Kawah Ah oui. Donc c'était notre première sortie volcan là 2 jours complètement classique, mais avec un guide aussi très très sympa qu'on a recommandé à des amis qui étaient 10 jours après d'ailleurs parce qu'il avait été vraiment super notre guide. Donc quand c'est comme ça, c'est vrai qu'on a bien partagé. Ah bah oui, c'est sûr. Non, puis c'est comme ça aussi que c'est vrai, ça marche et qu'après on trouve des chouettes guides et qu'on vit un peu des expériences en dehors de tous les circuits 4x4 Jeep. C'est vrai qu'en Indonésie, il y a quand même pas mal ça. Et c'est très très touristique, donc on évite dans des circuits où c'est rempli de gens, quoi. Tout à fait, surtout en Indonésie. Il va être temps gentiment de conclure ce petit épisode. Pour conclure, est-ce que, donc on peut laisser de côté un peu le Merapi, mais est-ce qu'il y a des choses que vous gardez de ce long voyage, et peut-être du précédent aussi que vous avez déjà fait en famille, dans votre vie de tous les jours ? Alors je pense que c'est de rendre les choses possibles. De se dire que les choses sont possibles si on se donne les moyens. Voyager en temps de Covid, mais qui aurait pensé que c'était possible ? Je veux dire, nos filles en 2020-2021, elles ont peut-être vécu leur meilleure année, alors que, hélas, en France, leurs copains, c'était pas du tout pareil. Ils pouvaient pas faire leurs activités sportives, ils avaient plus d'activités culturelles. Enfin, vraiment. Et c'est vrai que quand on est rentré de cette année-là, pour moi, c'était le possible. On a voyagé pendant cette année-là, c'était possible, au moment où ça se rouvrait, parce qu'on a quand même eu de la chance aussi que ça se rouvre. Mais c'est ça. Et puis leur ouvrir les yeux sur des alternatives à la vie, on va dire classique. J'ai pas envie de dire normale, mais la vie classique ou la vie sédentaire ou la vie qu'on voit, bureau, métro, dodo. Non, mais qu'il y a des alternatives à cette vie-là et qu'elles puissent en retirer ça. Et puis nous, pareil, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi pas recommencer dans quelques années, quand on sera plus que tous les deux, repartir à nouveau pour d'autres expériences. On va pas s'arrêter de voyager après ça. Ouais, tout à fait d'accord. Tes filles, elles repartiraient ? Elles re-signeraient pour un long voyage ? Alors autant quand on est revenu en 2020 que moi j'ai fait le forcing pendant 4 ans pour repartir, elles étaient partantes. Aujourd'hui, je pense que ce serait différent quand même, parce que maintenant on rentre dans la préadolescence pour la grande. Ça va être la petite, on a bien senti qu'elle avait besoin de ses repères, donc je pense que là ce serait plus compliqué. Mais par contre, je vais les encourager à ce que elles continuent de voyager et pourquoi pas quand elles seront majeures à voyager sans nous et à voyager avec leurs copains, copines. Maintenant qu'on leur a donné des cartes et le goût, pourquoi pas ? Ouais, c'est sûr. Et puis après, c'est vous qui irez les voir. Exactement. Un grand merci, Sophie, pour ce petit voyage en Indonésie. Merci beaucoup.
C'était très chouette. Merci. J'étais vraiment ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Merci. À très bientôt. Ciao. Un grand merci à Sophie de nous avoir partagé cette formidable aventure indonésienne. Bon, l'Indonésie, vous le savez, ça a été l'un de nos coups de cœur du voyage. C'était le premier pays. J'ai trouvé que c'était difficile d'organiser ce voyage, mais l'expérience que Sophie et Stéphane ont vécue le prouve encore une fois. Un nom trouvé sur un groupe Facebook, un échange WhatsApp ou dans la messagerie Instagram, et c'est parti, on se retrouve à vivre une aventure géniale, super bien entourée, super bien accompagnée par les Indonésiens. Bref, je sais pas vous, mais moi ça m'a juste donné envie d'y aller directement. Et comme d'habitude, je vous invite à aller regarder les photos que Sophie a partagées sur l'article sur le blog. Il y a le lien dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter, à le partager sur les réseaux et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous nous écoutez depuis Apple Podcast ou Spotify. Un immense merci d'avance et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À bientôt, ciao!